Tout d'abord, il faut dire que pour les Français, même militants, Tiaroy, ça peut être une découverte, mais que pour les Africains, Tiaroy, c'est un marqueur pour toutes les générations de militants. Il faut savoir que ça n'a pas été un fait divers, que ce n'est pas un événement qui est passé inaperçu. Au XXe siècle, les Africains sont allés 2 fois délivrer les Français de l'annexion allemande. Et chaque fois, aucune promesse n'a été tenue, et ils n'ont rencontré au final que la traîtrise de la part des plus hautes autorités françaises. En ce qui concerne le massacre de Tiaroy, donc du 1er décembre 1944, on sait immédiatement. On sait qu'il y avait plus d'1 millier de gens retenus dans ce camp, et on sait qu'ils ont été massacrés pour leur voler leur argent. Ce que Lamine Gueye écrit le 7 décembre 1944 au Guyanais Gaston Monnerville en France, c'est limpide. Je cite: c'est une question d'argent qui a amené des militaires à abattre à coups de mitraillettes des tirailleurs sénégalais. Des hommes qui avaient combattu pour la France, avaient été prisonniers en France, avaient par miracle échappé à la mort. Quand ils sont revenus sur le sol natal, au moment de revoir leur foyer et leur famille, ils ont été tués par des balles françaises pour une misérable question de sous. Et en France, Gaston Monnerville, malgré tous ses efforts, ne parvient pas à déclencher une enquête parlementaire, parce que le dossier est enterré au plus haut niveau. Dès février 1949, va paraître une pièce, la pièce Aube africaine de Keïta Fodéba, qui va être publiée dans Le Réveil, qui est le journal du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Il faut savoir que Keïta Fodéba, ce n'est pas n'importe qui. Il est né en 1921 à Sigiri, dans l'actuel territoire de la Guinée, non loin de la frontière malienne. C'est un enseignant, il a fait William Ponty, donc il est enseignant et il est fondateur en 1949 du théâtre africain de Keïta Fodéba. Et puis bon, il voit les problèmes que pose le théâtre, surtout quand on s'exprime en français, donc les limites pour la diffusion. Et l'année suivante, en 1950, il va créer les ballets africains de Keïta Fodéba qui vont faire le tour du monde, et qui à l'indépendance en 1958 vont devenir les ballets africains de la République de Guinée. Donc, alors qu'on est encore sous régime colonial, Keïta Fodéba a eu à publier plusieurs récits qui sont dits sur fond musical et qui sont enregistrés dans des disques et qui, à l'échelon du moins de l'AOF, circulent. C'est-à-dire que l'enregistrement à ce moment-là est vraiment devenu un support de combat pour Keïta Fodéba dans le cadre du RDA, pour éveiller les consciences et appeler à la résistance. Et la spécificité, si on peut dire, de Keïta Fodéba, c'est qu'en fait il a le don de savoir communiquer des grandes choses, des faits d'histoire, des faits politiques, en les personnalisant, en les mettant à la portée de chacun. Quand il raconte, c'est comme un film, et l'auditeur se retrouve lui-même plongé au milieu du scénario. Ça a été notamment le cas avec le double album Minuit, qui avait mis à l'époque les autorités coloniales dans tous leurs états, ou à travers des faits divers entre guillemets, il projetait l'auditeur face à l'arbitraire total, face au despotisme colonial. Par exemple, il pouvait vous citer, il donnait le nom d'un jeune homme qui était avec sa jeune épouse ou sa fiancée qui s'appelait un tel, ils étaient à tel endroit, il vous plantait le décor, et puis il vous expliquait la minute tragique où leur route a croisé celle de l'administrateur colonial un tel, qui a dit « je veux cette femme ». Et à partir de ce moment-là, le couple n'a même pas eu le temps d'esquisser une tentative de fuite quelconque. L'administrateur colonial a décidé que on élimine le rival, le fiancé, le mari, etc. Donc voilà, c'est la manière dont il sait planter le décor et impliquer l'auditeur. Pour en revenir à Aube africaine, là, il va, dans cette pièce sur Tiaroy, il va partir du cas donc d'un paysan de sa région, donc de Sigiri, qui s'appelle Nama,
et qui est appelé sous les drapeaux, et il va prendre comme fil conducteur en fait sa fiancée Kadia. En voici un extrait. C'était l'aube. Et là-bas, au fond de la vaste plaine, au contour de pourpre, une silhouette d'homme courbé, défriché, silhouette de Naman, le cultivateur. À chaque coup de sa daba, les oiseaux effrayés s'envolaient et, à tire d'aile, rejoignaient les rives paisibles du Djoliba, le grand fleuve Niger. Son pantalon de cotonnade grise, trempé de rosée, battait l'herbe sur les côtés. Il suait, infatigable, toujours courbé, maniant adroitement son outil, car il fallait que ses graines soient enfouies avant les prochaines pluies. C'était l'aube, toujours l'aube. Les mange-mille dans les feuillages virevoltaient, annonçant le jour. Sur la piste humide de la plaine, un enfant portant en bandoulière son petit sac de flèches courait essoufflé dans la direction de Naman. Il interpellait « Frère Naman, le chef du hameau vous demande sous l'arbre à palabre. » Surpris d'une convocation aussi matinale, le cultivateur posa son outil et marcha vers le bourg qui maintenant radiait dans les lueurs du soleil naissant. Déjà, les anciens, plus graves que jamais, siégeaient. À côté d'eux, un homme en uniforme, un garde-cercle, impassible, fumait tranquillement sa pipe. Naman prit place sur une peau de mouton. Le griot du chef se leva pour transmettre à l'assemblée la volonté des anciens. Les Blancs ont envoyé un garde-cercle pour demander un homme du hameau qui ira à la guerre dans leur pays. Les notables, après délibération, ont décidé de désigner le jeune homme le plus représentatif de notre race afin qu'il aille prouver à la bataille des Blancs le courage qui a toujours caractérisé notre Mandé. Donc voilà, là le décor est planté, on sait que le sort en est jeté et Keita Fodeba va nous expliquer le bouleversement de sa fiancée, etc. L'impact sur la communauté. Et puis, quelques temps après, quelques années après, un jour enfin arriva au village une lettre de Naman à l'adresse de Kadia. Celle-ci, soucieuse de la situation de son époux, se rendit la même nuit, après de pénibles heures de marche au chef-lieu de cercle, où un traducteur lut la missive. Naman était en Afrique du Nord, en bonne santé. Il demandait des nouvelles de la moisson, des fêtes de la mare, des danses, de l'arbre à palabre du village. Puis là, bon, Keita Fodeba nous parle encore des mois de silence, et puis l'arrivée d'une deuxième lettre. Naman, après la Corse et l'Italie, était maintenant en Allemagne et il se félicitait d'être décoré. Une autre fois, c'était une simple carte qui apprenait que Naman était fait prisonnier des Allemands. Cette nouvelle pesa sur le village de tout son poids. Les anciens tinrent conseil et décidèrent que Naman était désormais autorisé à danser le douga, cette danse sacrée du vautour, que nul ne danse sans avoir fait une action d'éclat. Cette danse des empereurs malinqués, dont chaque pas est une étape de l'histoire du Mali. Ce fut là une consolation pour Kadia de voir son mari élevé à la dignité des héros du pays. Le temps passa, 2 années se suivirent. Naman était toujours en Allemagne, il n'écrivait plus. Un beau jour, le chef du village reçut de Dakar quelques mots qui annonçaient l'arrivée prochaine de Naman. Aussitôt, les tam-tams crépitèrent, on dansa et chanta jusqu'à l'aube. Les jeunes filles composèrent de nouveaux airs pour sa réception, car les anciens qui lui étaient dédiés ne disaient rien du douga, cette célèbre danse du Mandé. Mais un mois plus tard, Caporal Moussa, un grand ami de Naman, adressa cette tragique lettre à Kadia. C'était l'aube. Nous étions à Tiaroy-sur-Mer. Une balle a trahi Naman. Il repose en terre sénégalaise. En effet, c'était l'aube. Les premiers rayons de soleil, frôlant à peine la surface de la mer, doraient ces petites vagues moutonnantes. Au souffle de la brise, les palmiers, comme écœurés par ce combat matinal, inclinaient doucement leur tronc vers l'océan. Les corbeaux, en bande bruyante, venaient annoncer aux environs par leur croassement la tragédie
qui ensanglantait l'aube de Tiaroy. Et dans l'azur incendié, juste au-dessus du cadavre de Naman, un gigantesque vautour planait lourdement. Il semblait lui dire: Naman, tu n'as pas dansé cette danse qui porte mon nom. D'autres la danseront. Le 1er décembre 1944, alors des gens sont venus pleurnicher dans la maison. Je ne comprenais rien. Je dis à ma grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe? Alors elle m'a dit, mais c'est ton père qui est décédé. Pape Senghor portait le matricule 32 124. Ce qui motive ma quête de justice. Ah oui, parce que mon père a été tué d'une façon vraiment lâche. Il a fait partie des gens qui ont sorti la France des griffes allemandes pendant 4 ans de souffrance. Et quand ils sont revenus ici pour une situation pour un problème de paiement d'annuité de service, alors les autorités françaises ont refusé, non seulement elles ont refusé de payer, mais elles ont spolié l'argent qu'ils avaient porté vers eux et ils les ont tués, prétextant que bon, ces gens-là étaient des révolutionnaires, etc. Mais qu'est-ce que révolutionnaire? Mais qu'est-ce qui est plus illégal que le colonialisme? Ce dossier-là, je vous ai dit que j'ai écrit au président Senghor. En 1972, il ne m'a pas répondu. C'est son directeur de cabinet, M. Mamadou Diop. Il m'a dit, mais Senghor m'a dit, ta lettre là, mais elle est délicate. Donc j'ai eu seulement une réponse de François Mitterrand. François Mitterrand m'a répondu en me disant, j'ai envoyé ta lettre là au ministère de la Défense. Le ministère de la Défense m'a répondu en me disant, bon, on est en train de faire des recherches. Et ça, c'était en 1982, jusqu'à présent. La France doit une dette de sang aux pays africains. Ce n'est pas seulement les Sénégalais qui sont morts. Ce n'est pas seulement mon père qu'on a tué là-bas. C'est des soldats de l'ex-AOF. Ils me valsent à gauche, à droite, comme ils ont fait de 48 à maintenant. Et maintenant, je suis à 81 ans. Ils veulent que je sois mort pour enterrer ce dossier-là, c'est tout.